Bonjour Julien Damon. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur associé à Sciences Po et vous publiez le livre Exclusion vers zéro SDF, point d'interrogation, aux éditions de la documentation française. Alors ce livre, il décortique les enjeux derrière cet objectif des politiques publiques. C'est un objectif qui remonte à déjà à Jospin. C'est un objectif polémique, c'est-à-dire qu'en effet, le candidat à la présidentielle Lionel Jospin avait évoqué le sujet, imaginant que ça pouvait être un axe de sa campagne présidentielle, et tout le monde lui est tombé dessus en disant « c'est impossible, c'est idiot, etc. etc. » Pourtant, c'est un objectif qui, de manière récurrente, depuis, arrive dans les campagnes présidentielles, repris entre autres par Nicolas Sarkozy. Et puis après la campagne présidentielle, le président Macron, d'une certaine mesure, cet été, 2017 a affiché le même objectif. Alors je reprends vos chiffres, vous précisez bien que le périmètre statistique est un petit peu difficile à établir. Néanmoins, on évalue le nombre de personnes SDF dans une fourchette comprise entre 100 et 800 000 personnes. J'ai envie de vous poser la question, comment est-ce que c'est possible dans un pays qui consacre un tiers de son PIB à la dépense sociale ? Deux choses. Un, en effet, comme sur tout sujet, le premier problème, c'est de quoi parle-t-on ? Il y a quelques milliers de personnes qui sont complètement à la rue. Il y a des centaines de milliers de personnes qui, chaque année, passent par les différents centres d'hébergement. Une donnée simple. Chaque nuit, en Île-de-France, c'est le préfet qui le dit, donc c'est vrai, vous avez 100 000 personnes qui dorment dans les centres d'hébergement pour personnes qui, sinon, seraient à la rue. Alors, en effet, deuxième chose, c'est une sorte de scandale absolu que de consacrer un tiers de la richesse nationale à la protection sociale et de voir tant de personnes dans les couloirs du métro, sur les quais du métro, à peu près partout dans les villes où il y a un métro, dans les espaces publics, dans les rues. Pourquoi est-ce possible ? Il y a 1000 raisons à cela. L'essentiel, c'est que nos systèmes de protection sociale ne fonctionnent pas bien, d'une part, et que notre gestion des espaces publics ne fonctionne pas très bien non plus. Vous parlez d'ailleurs, avec une pointe de provocation, de complexe bureaucratico-assistentiel. Je pense que pour désigner en effet le système de prise en charge des sans-abri, qui chaque année est de plus en plus consistant, dense en termes de centres d'hébergement, de SAMU sociaux, d'accueil de jour. L'expression qui est elle-même polémique, de complexe bureaucratico-assistentiel, difficile à prononcer, est bonne parce qu'elle désigne l'imbrication des pouvoirs publics et du secteur associatif, qui ont tous les deux intérêt à une sorte de coopération plus ou moins bienveillante et avec des sommes colossales qui aujourd'hui sont affectées à la prise en charge des sans-abri. À la louche, pour tout ce qui est hébergement, accueil de l'ensemble des personnes qui sinon seraient à la rue, donc vous avez les sans-domicile en général, vous avez également les demandeurs d'asile, la France consacre largement plus de 3 milliards d'euros par an. Je pense qu'on est les champions du monde de la dépense sur ce dossier aussi. Alors, quelles sont les politiques qui fonctionnent vraiment ? Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger qui peuvent nous inspirer ? Il suffit de prendre l'avion ou le train, si on n'a pas à prendre l'avion, pour aller dans d'autres villes en Europe et s'apercevoir que le sujet n'est pas aussi visible et que parfois même il est totalement invisible. Et de Madrid à Gdansk, en passant par les villes encore plus à l'est, mais également le Royaume-Uni, vous avez des politiques locales qui sont plus efficaces. Elles mêlent des priorités d'accès au logement social avec également moins de permissivité dans l'espace public. En France, on est sympa, généreux et tolérant, même si on passe ce temps à s'autoflageller et à dire qu'on ne fait pas assez ou pas bien. Une grande différence avec les autres pays, surtout les autres métropoles où les politiques fonctionnent, c'est qu'en gros, on laisse faire. On laisse les gens à la rue. Vous parlez notamment du Danemark qui a des objectifs chiffrés de lutte contre l'exclusion, mais dans le même temps où la mendicité est interdite. Il y a plusieurs pays, le Portugal tout récemment par exemple, mais surtout des grandes métropoles un peu partout, qui se sont donné des objectifs quantifiés de réduction du phénomène. Et j'y crois beaucoup. Ça n'est pas polémique que de dire zéro SDF, ça n'est pas seulement utopique totalement, c'est un objectif de politique publique, un objectif de résultat. On peut voir si, oui, non, on s'améliore. Ce que l'on ne peut pas voir dans le cas français. Chacun peut concevoir que, qu'est-ce que c'est que ce souk, puisqu'on a l'impression que le problème s'aggrave. Alors, certains pays ont ces objectifs, se les assignent, les suivent et sont bien moins permissifs que nous et sont même très liberticides. À Copenhague, la mendicité, en effet, a désormais été à nouveau criminalisé, ce qui n'est pas souhaitable. À l'inverse, je pense que la mendicité avec des enfants devrait être
très lourdement sanctionnée. Je dis sanctionnée parce que de fait, elle est totalement interdite. Mais vous ne trouvez ailleurs en Europe, nulle part ailleurs en Europe, la situation de ces enfants avec des adultes qui mendient. Alors dans votre livre, vous proposez un certain nombre de pistes de réflexion pour mieux lutter contre l'exclusion. Il y a une réponse qui est intéressante, c'est la dimension numérique, à la fois en ce qui concerne les frais de gestion administrative, mais également pour résorber ce qu'on appelle la fracture numérique. En gros, il faut arrêter d'être choqué par le SDF avec son smartphone. Oui, alors en effet, pour résoudre ce sujet, en tout cas atteindre cet objectif de zéro SDF, il y a des réformes d'ampleur que l'on peut envisager. Je pense qu'il faudrait décentraliser les politiques et en même temps les européaniser. Maintenant, et c'est loin d'être du gadget, le sujet du numérique, comme sur toutes nos vies quotidiennes, est un sujet majeur pour les gens les plus éloignés de l'emploi et du logement. Alors en effet, on pourrait être étonné par le fait que des sans-abri aient des smartphones, mais ils n'ont pas de possibilité d'avoir des lignes fixes. Donc le téléphone portable, c'est leur outil. Le téléphone portable intelligent, c'est leur outil aussi pour la relation administrative, pour l'information, pour les contacts avec les autres. Donc ce n'est pas un monde à côté d'une autre, parce que la révolution numérique les concerne également pleinement. Eh bien, merci beaucoup, Julien Damon. Et j'aimerais terminer cet entretien par une citation que j'ai relevée dans votre livre. Une citation qui n'est pas toute récente. Elle est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu. Car celui qui a, on lui donnera et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Je laisse ceux qui nous écoutent méditer cette phrase. Merci encore, Julien Damon. Merci de l'invitation.